Avant d'aller plus loin, sachez ceci. Ce que je vais vous révéler changera votre perception des choses à jamais. Vous croyez que le temps s'accélère avec l'âge. Et si ce n'était pas le temps qui changeait, mais la quantité de vie dont vous vous souvenez? Il y a peut-être quelque part chez vous une vieille photographie. Une photographie que vous n'avez pas regardée depuis longtemps. Un été d'enfance, une cour d'école, un visage de famille. Ou peut-être même votre propre visage, plus jeune, presque étranger, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Et en la regardant, une sensation étrange apparaît. Ce moment semble venir d'un autre monde, pas seulement d'une autre époque, d'un autre rythme, comme si, à ce moment-là, le temps ne s'écoulait pas de la même manière, comme s'il était plus large, plus long, plus habitable. À l'époque, une seule journée d'été pouvait contenir un monde entier. Le matin durait longtemps, l'après-midi semblait infini. La rentrée, à la fin du mois d'août, paraissait aussi lointaine qu'une planète. On avait l'impression que les vacances ne finiraient jamais, que les journées possédaient une profondeur que les adultes, eux, ne semblaient plus connaître. Aujourd'hui, c'est différent. Les semaines glissent les unes sur les autres. Les saisons se télescopent, les anniversaires reviennent trop vite, comme des trains qui ne respectent plus aucun horaire. Et parfois, sans que rien de particulier ne se soit passé, on s'arrête un instant avec cette phrase étrange dans la tête: où est passée l'année? Cette impression est si répandue qu'on la prend presque pour une loi de la vie. Le temps accélère. C'est ainsi. On vieillit. Les années raccourcissent. Le monde tourne plus vite et il n'y aurait rien à y faire. Mais cette évidence cache peut-être une question beaucoup plus inquiétante. Car lorsque nous disons que le temps file, ce n'est pas seulement le temps que nous regrettons, c'est notre vie. Ce n'est pas une abstraction mathématique qui nous échappe, ce sont des journées, des visages, des instants, des périodes entières que nous avons du mal à retrouver en nous. Alors posons la question autrement. Et si le temps ne s'accélérait pas du tout? Et si cette impression ne disait rien de l'horloge, mais quelque chose de très précis sur la manière dont nous vivons nos jours, sur ce que notre mémoire retient et sur ce que notre attention laisse disparaître? C'est cette enquête que je vous propose. Elle commence par une explication que tout le monde connaît. Elle semble simple, presque évidente. Mais plus nous avancerons, plus nous verrons qu'elle ne suffit pas. Et peut-être qu'à la fin, vous ne regarderez plus une vieille photographie exactement de la même manière. La première réponse, celle qui vient spontanément à l'esprit, tient en un mot: l'âge. L'idée paraît irréfutable. Elle a même reçu, au XIXe siècle, une formulation devenue célèbre. Le philosophe français Paul Janet expliquait que notre perception du temps pouvait dépendre de la proportion qu'une durée représente dans l'ensemble de notre vie. Pour un enfant de 10 ans, une année représente 1/10 de toute son existence. C'est immense, c'est une part considérable de tout ce qu'il a jamais vécu. Mais pour une personne de 50 ans, cette même année ne représente plus qu'un 50e de sa vie. Elle pèse donc beaucoup moins dans l'ensemble. Chaque année qui s'ajoute deviendrait ainsi une fraction de plus en plus mince du total. Et de fraction en fraction, la vie semblerait accélérer mécaniquement. Cette explication a quelque chose de séduisant. Elle est simple, elle est logique, elle a même cette élégance rassurante des idées que l'on peut comprendre en quelques secondes. Et surtout, elle nous déresponsabilise. Si le temps file simplement parce que nous vieillissons, alors nous n'y sommes pour rien. Nous sommes les passagers d'un mécanisme. Les années raccourcissent parce que notre vie s'allonge. Il n'y aurait rien à comprendre de plus et rien à changer. Le problème, c'est que cette explication ne résiste pas entièrement à l'expérience. Car si l'âge suffisait à tout expliquer, comment comprendre qu'une journée d'ennui, même à 50 ans, puisse paraître interminable? Comment expliquer qu'un après-midi, dans une salle d'attente, sous une lumière blanche, avec le bruit faible d'une horloge et des magazines que personne ne lit vraiment, puisse s'étirer jusqu'à devenir presque insupportable? Et à l'inverse, comment comprendre qu'un voyage de 2 semaines dans un lieu inconnu puisse nous laisser, au retour, l'impression d'avoir vécu un mois entier? Ces 2 semaines-là ne se sont pas pliées à une simple fraction mathématique. Elles ont gonflé, elles se sont dilatées, elles ont pris de la place.
L'âge joue peut-être un rôle, mais il ne tient pas tout seul. Quelque chose lui échappe. Et ce quelque chose se cache précisément dans ces exceptions troublantes. L'ennui qui s'éternise, le voyage qui s'allonge, l'après-midi vide qui disparaît de notre mémoire, la journée intense qui semble durer 3 fois plus longtemps que les autres. Pour comprendre pourquoi le temps accélère, il faut d'abord comprendre pourquoi parfois il ralentit. C'est ici que l'enquête bascule. Car il existe une distinction que nous confondons sans cesse. Et cette confusion est probablement la clé de toute l'énigme. Le temps possède 2 visages. Il y a le temps que nous vivons pendant qu'il passe, c'est celui de l'instant présent, celui de l'attente, de l'ennui, de l'urgence, de la joie, de la peur, de la concentration. C'est le temps tel qu'il se donne à nous au moment où nous sommes dedans. Et puis, il y a un autre temps, totalement différent, le temps dont nous nous souvenons, celui que nous reconstruisons après coup, lorsque nous regardons en arrière. Celui qui, au moment de faire le bilan d'une semaine, d'un mois ou d'une année, nous donne l'impression que la période a été longue, courte, dense ou presque vide. Ces 2 temps ne se ressemblent pas, et très souvent, ils se contredisent. Reprenons la salle d'attente. Sur le moment, le temps est long, terriblement long, parce qu'il ne se passe rien et que nous n'avons rien d'autre à faire que de sentir les minutes passer. Chaque minute devient visible, chaque bruit devient plus présent, chaque regard vers l'horloge semble confirmer que rien n'avance. Mais une fois cette journée terminée, que devient-elle? Elle s'effondre. Une semaine plus tard, il n'en reste presque rien. Un vide, une journée sans forme, sans scène, sans événement. Elle a été longue à vivre, mais courte à se rappeler. Le voyage, lui, fait exactement l'inverse. Sur le moment, les journées peuvent passer très vite. On marche, on découvre, on parle, on observe, on se perd, on s'étonne. Le temps semble presque disparaître, parce que l'on est absorbé, parce que l'on vit. Et pourtant, au retour, ce voyage rapide à vivre devient immense dans le souvenir. Il contient des lieux, des odeurs, des visages, des conversations, des premières fois. Il occupe une grande place. Le psychologue et auteur Claudia Hammond a largement popularisé ce phénomène sous le nom de paradoxe des vacances. L'ennui est long à vivre, mais court à se rappeler. La nouveauté est courte à vivre, mais longue à se rappeler. Et cette idée change tout, car lorsque nous disons que les années passent vite, nous ne parlons presque jamais du temps que nous sommes en train de vivre. Nous parlons du temps que nous regardons en arrière. Nous parlons du bilan que notre mémoire dresse à la fin d'une période. Autrement dit, l'accélération du temps n'est pas d'abord une sensation du présent. C'est une impression produite par la mémoire. Le sentiment que le temps file n'appartient pas à l'horloge, il appartient au souvenir. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que nous faisons tous cette expérience sans vraiment la nommer. Demande à quelqu'un de raconter son année. Très rarement commencera-t-il par les mois ou par les dates. Il parlera plutôt de quelques scènes, une naissance, un déménagement, une maladie, une rencontre, un voyage, un deuil, une réussite, un échec. Puis, entre ces quelques repères, d'immenses portions de vie disparaissent. Notre mémoire ne construit pas une ligne du temps, elle construit un album. Et lorsque cet album contient peu de photographies, nous avons l'impression que l'année a été courte. Non pas parce qu'elle a réellement duré moins longtemps, mais parce que notre esprit possède moins de points d'ancrage pour la reconstruire. C'est peut-être là que naît silencieusement notre sensation d'accélération. Reste alors à comprendre pourquoi notre mémoire, en vieillissant, nous donne de plus en plus souvent cette impression d'année raccourcie. Pour cela, il faut accepter une idée déroutante. Notre cerveau ne mesure pas le temps comme une montre. Il ne possède pas, pour la vie quotidienne, une petite horloge intérieure qui enregistrerait sagement les heures, les jours et les mois. Bien sûr, notre organisme possède des rythmes biologiques, mais lorsque nous évaluons une période passée, nous ne consultons pas un chronomètre interne. Nous reconstruisons, nous estimons, nous cherchons des traces. Ce que le cerveau retient, ce sont des changements, des événements, des ruptures,
des premières fois, des moments qui se distinguent suffisamment du reste pour devenir mémorables. Lorsque nous évaluons une période écoulée, nous ne comptons donc pas les minutes. Nous comptons sans le savoir les souvenirs disponibles et nous en déduisons une durée. Beaucoup de souvenirs distincts. La période nous paraît longue, riche, pleine. Peu de souvenirs, la même période s'effondre sur elle-même et semble n'avoir duré qu'un instant. Pas parce que les journées y étaient réellement plus longues, mais parce qu'elles étaient saturées de traces. Tout y était nouveau. La première rentrée, le premier ami, la première chute, la première fois qu'on a vu la mer, la première fois qu'on a appris à nager, à lire, à mentir, à aimer peut-être, même confusément. Chaque jour apportait quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. L'enfance n'était pas seulement plus longue, elle était plus neuve. Et la nouveauté est un burin. Elle creuse. Elle laisse une empreinte nette dans la matière du souvenir. C'est une intuition que William James avait déjà formulée à sa manière dans ses travaux sur la conscience et la perception de la durée. Ce que nous appelons le temps vécu n'est jamais un simple défilement uniforme. Il dépend de la richesse de ce qui traverse la conscience. Un jour entièrement nouveau n'est pas seulement un jour rempli, c'est un jour plus facilement retrouvable. À l'inverse, la routine ne grave presque rien. Une journée semblable à 1000 autres ne laisse aucune marque distincte. Elle se fond dans la masse. Elle devient interchangeable. Même trajet, même écran, même repas avalé rapidement, même fatigue, même retour, même soirée qui commence par quelques minutes de distraction et s'achève sans qu'on sache très bien ce qu'on a réellement vécu. Et lorsque 1000 journées se ressemblent, le cerveau ne conserve pas 1000 souvenirs, il en conserve une sorte d'image floue, une impression générale, une seule matière grise, compacte, indistincte. 1000 jours réduits à presque rien. Voilà ce qui crée la sensation d'une année engloutie. Je vous propose un exercice très simple. Essayez de vous souvenir du mardi d'il y a 3 semaines. Pas d'un événement particulier, juste du mardi. Que s'est-il passé exactement? À quelle heure vous vous êtes levé? Quelle musique avez-vous entendue? Qui avez-vous croisé? Qu'avez-vous ressenti en ouvrant la porte de chez vous? Très souvent, nous découvrons avec une certaine stupeur que cette journée s'est presque entièrement dissoute. Pourtant, elle a bien existé. Vous l'avez vécue minute après minute. Vous avez respiré, vous avez parlé, vous avez travaillé, vous avez mangé, vous avez pensé, mais presque rien n'en est resté. Cette prise de conscience est vertigineuse. Elle montre que le problème n'est peut-être pas le manque de temps, le problème est parfois le manque de traces laissées par ce temps. Le drame de l'âge adulte n'est donc pas seulement l'âge, c'est la répétition. À mesure que nous installons nos vies, nous réduisons souvent la quantité de nouveautés qui entrent dans nos journées. Nous avons les mêmes trajets, les mêmes horaires, les mêmes gestes, les mêmes obligations, les mêmes inquiétudes, parfois les mêmes conversations. Nos semaines deviennent efficaces, mais elles deviennent aussi prévisibles. Et ce qui est prévisible est plus difficile à inscrire dans la mémoire. Le temps continue de s'écouler, exactement au même rythme qu'avant, mais il laisse moins de traces, il passe sans s'inscrire. Pourtant, la nouveauté n'explique pas encore tout, car il existe une dernière pièce, plus discrète, mais peut-être plus décisive. Imaginons 2 personnes qui visitent la même ville pour la première fois. Elles arrivent le même matin, elles traversent les mêmes rues, elles voient les mêmes façades, les mêmes cafés, les mêmes places, la même lumière sur les murs. La première marche les yeux rivés sur son téléphone, elle photographie beaucoup, mais regarde peu. Elle répond à des messages, consulte des notifications, cherche le meilleur restaurant, vérifie l'itinéraire, compare les avis, pense déjà au prochain lieu à visiter. Son corps est dans la ville, mais son esprit est dispersé. La seconde marche lentement. Elle regarde les détails, une fenêtre entr'ouverte, le bruit d'une cuillère contre une tasse, la lumière sur une pierre humide. Elle ne vit pas nécessairement plus de choses, mais elle les habite davantage. Ces 2 personnes auront vécu le même nombre d'heures. Elles n'en garderont pas la même quantité de temps. Sur ce qui transforme une expérience en souvenir, ce n'est pas seulement qu'elle soit nouvelle, c'est qu'on y soit présent. C'est l'attention.
L'attention est ce qui décide en partie de ce qui sera gravé et de ce qui s'effacera. Elle n'est pas un simple projecteur posé sur le monde, elle est une force de sélection. Elle dit au cerveau, ceci compte, ceci mérite d'être retenu, ce n'est pas seulement un bruit parmi d'autres. Le neuroscientifique David Eagleman a mené une expérience devenue célèbre sur notre impression que le temps ralentit dans certaines situations extrêmes. Des volontaires étaient placés dans une situation de chute libre contrôlée, intense, impressionnante, le genre d'instant où l'on jurerait que tout se déroule au ralenti. Pourtant, les résultats suggèrent que le cerveau ne voyait pas réellement le temps s'allonger pendant l'événement. Ce qui se produisait plutôt, c'est que l'intensité de l'expérience augmentait la densité de ce qui était encodé en mémoire. Après coup, l'instant semblait plus long parce qu'il contenait davantage de détails. La conclusion est troublante. Notre sensation de durée ne dépend pas seulement de ce que nous vivons, elle dépend de ce que nous retenons de ce que nous vivons. Or, que faisons-nous de nos journées d'adultes? Nous les vivons souvent en pilote automatique, l'esprit partagé entre 10 tâches, le regard capturé par des écrans qui sollicitent chaque seconde de notre attention et qui la transforment rarement en souvenirs durables. Nous passons d'un message à une vidéo, d'une vidéo à une notification, d'une notification à une pensée inquiète, puis à une autre tâche. Tout nous occupe, peu de choses nous manquent. Nous sommes là sans y être, présents physiquement, absents intérieurement. Et c'est peut-être l'un des paradoxes les plus profonds de notre époque. Nous vivons énormément de stimulation, mais nous retenons très peu d'expériences. Nous remplissons nos journées de micro-événements, mais beaucoup d'entre eux ne deviennent jamais de vrais souvenirs. Ils produisent une agitation mentale, ils occupent notre attention, mais une fois passés, ils ne laissent presque aucune forme. Alors, au bout de l'année, lorsque nous nous retournons, nous ne retrouvons qu'une poignée de souvenirs là où il y aurait pu y en avoir beaucoup plus. Nous avons été occupés, très occupés, mais notre mémoire, elle, ne peut pas raconter grand-chose. Et nous concluons à tort que le temps a filé. Nous voici arrivés au cœur de l'énigme. Depuis le début, nous croyions parler du temps, mais peut-être que nous parlions d'autre chose. La vraie question n'a jamais été simplement « Pourquoi le temps s'accélère-t-il ?» Le temps, lui, n'a pas bougé. Une heure dure toujours une heure. Une année compte toujours le même nombre de jours qu'à nos 10 ans. Rien dans l'univers ne s'est mis à courir plus vite parce que nous avons vieilli. La vraie question était plus intime. Pourquoi notre vie produit-elle de moins en moins de souvenirs distincts? Pourquoi laissons-nous filer des journées entières sans presque rien en garder? Pourquoi notre présence au monde devient-elle parfois si mince que les années se referment derrière nous comme des portes que nous n'avons même pas entendu claquer? Formulée ainsi, la question cesse d'être une question sur le temps, elle devient une question sur notre manière de vivre. Car l'enfance ne durait pas plus longtemps, elle n'avait pas reçu un temps spécial, plus généreux, plus étiré. Elle était saturée de première fois et habitée par une attention presque totale. L'enfant ne sait pas encore traverser le monde distraitement. Tout le surprend, tout l'appelle, tout possède une intensité particulière parce que presque tout est encore à découvrir. Ce que nous regrettons en regardant une vieille photographie, ce n'est donc peut-être pas seulement un temps perdu, c'est une présence perdue. Une manière d'être au monde que nous possédions autrefois sans même savoir qu'elle était précieuse. Une manière d'habiter chaque instant avant que l'âge adulte, les obligations, la fatigue et la répétition ne nous apprennent à fonctionner plus qu'à vivre. Henri Bergson avait pressenti quelque chose de très proche bien avant les neurosciences contemporaines. Dans son essai sur les données immédiates de la conscience, il distinguait le temps mesuré, celui des horloges, du temps vécu, qu'il appelait la durée. Le temps des horloges se découpe en unités identiques. Il avance de manière régulière, indifférente à ce que nous ressentons. Mais la durée intérieure, elle, se dilate et se contracte. Elle dépend de l'intensité de notre conscience, de la qualité de notre attention, de la richesse de ce que nous traversons. Nous poursuivons souvent une étrange illusion. Nous croyons qu'une vie riche est une vie remplie. Alors nous remplissons nos agendas, nous multiplions les activités,
Nous voulons optimiser nos journées, rentabiliser nos heures, ne rien perdre. Et pourtant, il arrive qu'une semaine saturée de tâches laisse moins de souvenirs qu'un simple dimanche passé à marcher lentement avec une personne que l'on aime. Ce contraste devrait nous interroger. La densité d'une existence ne dépend peut-être pas du nombre de choses que nous faisons, elle dépend de la qualité de présence avec laquelle nous les vivons. Autrement dit, une vie pleine n'est pas nécessairement une vie dense, et une vie dense n'est pas forcément une vie spectaculaire. Le paradoxe est que le seul temps que nous habitons réellement n'est pas celui que l'on peut mesurer. C'est celui que l'on éprouve, et c'est précisément celui-là que nous laissons parfois s'appauvrir. Alors que faire de cette découverte? Il serait tentant de refermer la vidéo sur un conseil facile. Profite de l'instant, ralentis, vis pleinement. Ces phrases sont belles, mais elles sont devenues presque inutilisables tant elles ont été répétées. Elles finissent même parfois par ajouter une pression supplémentaire, comme si vivre pleinement devenait une obligation de plus, une performance intime qu'il faudrait réussir. La vérité est à la fois plus modeste et plus exigeante. On ne peut pas ralentir le temps, et peut-être n'est-ce même pas souhaitable. Mais on peut le densifier. Densifier le temps, ce n'est pas remplir son agenda, ce n'est pas multiplier les activités, courir après les expériences, collectionner les voyages, les projets ou les moments exceptionnels. Ce n'est pas transformer la vie en compétition contre l'oubli. C'est presque l'inverse. C'est rouvrir de temps à autre deux portes que la routine referme doucement. La première est celle de la nouveauté. Pas forcément une nouveauté spectaculaire, pas forcément partir loin, changer de vie, tout recommencer. Parfois, il suffit d'un petit écart, prendre un chemin différent pour rentrer chez soi, parler vraiment avec quelqu'un que l'on croise souvent sans le voir, apprendre un geste nouveau, entrer dans un lieu inconnu, lire un auteur que l'on n'aurait jamais choisi, déplacer légèrement l'ordre d'une journée. Ces petites ruptures redonnent au cerveau quelque chose à graver. Elles créent des repères, elles empêchent les semaines de se fondre toutes dans une seule masse indistincte. La seconde porte est celle de l'attention. Être vraiment là, ne serait-ce que quelques minutes par jour. Pour un repas, un visage, une lumière de fin d'après-midi, une conversation, une marche, une fatigue même. Non pour fabriquer artificiellement un souvenir, non pour transformer chaque instant en scène importante, mais simplement pour ne pas traverser sa propre vie comme un visiteur passé. Car c'est la présence, plus que l'intensité, qui transforme le temps qui passe en temps qui reste. Reprenez maintenant la vieille photographie. Vous savez désormais qu'elle ne vous parle pas seulement d'une époque révolue, elle ne vous montre pas seulement un enfant, un été, un visage ou une maison disparue. Elle vous rappelle une manière d'être que vous avez peut-être connue autrefois. Cette capacité à laisser le monde entrer pleinement en soi. Et cette capacité n'appartient pas uniquement à l'enfance, elle appartient à l'attention. Elle peut revenir discrètement dans les jours ordinaires, non pas comme avant, non pas avec l'innocence intacte de l'enfance, mais autrement, avec une lucidité d'adulte, avec la conscience que le temps ne devient précieux que lorsqu'il est réellement habité. Peut-être que les années ne demandent pas à être ralenties, peut-être qu'elles demandent seulement à être mieux marquées, par des souvenirs, par des présences, par quelques instants suffisamment vécus pour ne pas disparaître aussitôt. Le temps ne nous échappe pas, c'est nous qui cessons parfois d'y être présents. Peut-être est-ce là, finalement, le véritable privilège de l'âge. Non pas ralentir le temps, personne ne le peut, mais comprendre que chaque journée ordinaire possède une valeur qu'elle ne révèle qu'après avoir disparu. Les enfants l'ignorent parce qu'ils vivent naturellement dans cette présence. Les adultes peuvent la retrouver, mais seulement par un choix conscient. Chaque instant auquel nous accordons une attention véritable cesse d'être une simple minute qui passe. Il devient une partie de notre histoire. Et c'est peut-être cela, au fond, que nous cherchons tous lorsque nous disons vouloir plus de temps. Nous ne demandons pas davantage d'heures, nous demandons davantage de vie dans ces heures. Je vous dis à très bientôt sur Nexus des Savoirs.